C'est un grand plaisir aujourd'hui d'introduire ce premier panel de ce colloque très important. Et je me permets d'abord de remercier aussi au nom de notre directeur Klaus Oschema ici présent, le Mémorial de la Shoah et le Musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau d'avoir associé l'Institut historique allemand à ce colloque important. Donc c'est la première table ronde de la journée qui traite plutôt du contexte plus près. D'accord. Donc c'est la première table ronde de cette journée d'études, de ce colloque, qui traite du contexte organisationnel et personnel de l'histoire des Sonderkommando. Et nous allons opérer une certaine réduction de la focale en deux étapes. Donc d'abord, Nikolaus Waxman évoquera la place d'Auschwitz dans le système concentrationnaire allemand. Il nous présentera une image plus large dans l'espace et plus large dans le temps. Puis Robert-Jan van Pelt et Piotr Setkiewicz vont zoomer dans le cosmos de Auschwitz d'une certaine manière. Ils vont nous présenter les défis de l'architecture forensique des chambres à gaz et le profil des SS qui ont surveillé les chambres à gaz et les crématoires. Donc nous avons trois éminents spécialistes de la matière que je présenterai très brièvement. Donc Nikolaus Waxman est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Birkbeck à Londres. Et ses recherches traitent de la terreur nazie, du système concentrationnaire allemand et de Auschwitz. Et il s'intègre dans une perspective plus large de la Shoah. Je voudrais juste citer aujourd'hui la grande somme qu'il a publiée il y a quelques années et qui a été traduite également en français. C'est KL pour Konzentrationslager, une histoire des camps de concentration, paru en français chez Gallimard en 2017. Robert-Jan van Pelt est historien de l'architecture. Il a enseigné à l'école d'architecture de l'université de Waterloo au Ontario. Parmi la longue liste de ses ouvrages se trouvent plusieurs ouvrages où il était l'auteur ou le co-auteur sur Auschwitz, sur son architecture, sur la mémoire d'Auschwitz et également le négationnisme. Donc, c'est partant de cette expérience professionnelle que Robert va nous présenter aujourd'hui. Il est devenu l'un des pères fondateurs d'une nouvelle discipline de l'architecture forensique, de l'architecture judiciaire, on pourrait dire, forensic architecture. Donc, l'analyse de structures artificielles, de bâtiments, de lieux et la présentation de cette analyse devant les tribunaux. Dans ce cas aussi, je voudrais juste citer une publication. Robert va mentionner plusieurs de ces publications au cours de la présentation. Donc, je vais juste mentionner l'une des dernières publications avec Christoph Busch et Stefan Hördler. Il a coécrit un livre germanophone sur le Höcker-Album. C'est un album qui montre la vie quotidienne à Auschwitz à travers l'objectif d'un officier SS. Et puis je vous présente Piotr Setkiewicz, tout sur notre droite, sur la gauche, quand vous êtes dans la salle. Il est historien en département de la recherche du musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Il a écrit une grande thèse sur Liegefarben à Auschwitz et depuis 1988, si j'ai bien vu, il travaille au musée. Il a été directeur des archives depuis 2008. Il dirige le département de la recherche tout en continuant ses recherches sur l'exploitation des prisonniers par l'industrie allemande et ses recherches sur l'histoire des camps annexes et des commandos de travail. En tant que publication, je me permets juste de citer l'une des publications en lien avec ce qu'il va présenter aujourd'hui.
Le livre a été publié en anglais, The Private Lives of the Auschwitz SS, la vie privée des SS à Auschwitz, paru en anglais en 2017. Donc on va commencer avec Nikolaus. The floor is yours. That's better. Thank you very much. Thank you for the introduction. Thank you to Julie and Tao for organizing this conference. Thank you all for coming. Nazi Germany was a land of camps. Camps were core elements of the dictatorship. They were used to discipline, they were used to punish, to abuse, exploit, kill supposed enemies on political grounds, racial grounds, social grounds. Among all of these thousands of different camps, Nazis, un se distingue particulièrement. Auschwitz, c'était le seul camp à avoir fonctionné à la fois comme un grand camp de travail forcé et comme un grand camp d'extermination de l'Holocauste. Bien que Auschwitz ait été unique dans le paysage de terreur nazi, il n'était pas isolé. Trop souvent, Auschwitz est décrit comme un monde à part, mais il était profondément ancré dans le tissu de l'Allemagne nazie, étroitement lié aux autorités municipales, aux entreprises privées, aux administrations et à la police. Surtout, je vais le montrer dans cet article, il faisait partie intégrant du système de camps de concentration SS. L'histoire du système KL ne commence pas avec Auschwitz. Lors de sa création en 1940, le premier camp SS de Dachau, qui a été établi par le chef SS Heinrich Himmler, existait depuis plus de 7 ans. Parmi les dirigeants nazis, l'année 1933 a été consacrée à la consolidation du pouvoir après la nomination d'Adolf Hitler au poste de Châtelier. Une vague de violence politique s'abattit sur 200 000 opposants politiques présumés. La plupart furent détenus hors la loi en tant qu'ennemis du nouvel ordre. Les dirigeants nazis n'avaient pris aucune disposition sérieuse pour faire face à cette explosion de terreur anarchique. Lorsqu'ils arrivèrent au pouvoir, ils durent inventer le camp de concentration nazi. Il en résulta une grande confusion, beaucoup d'improvisation dans les centaines de camps qui avaient été créés à la hâte en Allemagne. Leur seul point commun était leur objectif, à savoir écraser l'opposition allemande et en particulier à gauche. Sans eux, le nouveau régime n'aurait jamais pu s'imposer aussi rapidement. Mais l'avenir des camps de concentration nazis était encore incertain. À la fin de l'année 1933, la grande majorité des premiers camps avaient fermé leurs portes, ayant accompli leur mission qui consistait à écraser l'opposition de gauche. Le régime était donc désormais solidement en place et les hauts fonctionnaires ont fait valoir que les camps n'étaient plus nécessaires et que la loi autoritaire nazie suffirait à maintenir la dictature. Au contraire, les camps de concentration sont devenus des éléments incontournables de l'État nazi. La façon dont ça s'est produit, c'est que avec Himmler, à l'été 1934, Himmler avait pris le contrôle des camps restants, tout comme il avait pris le contrôle des forces secrètes de police politique. Les camps étaient coordonnés par le chef de groupe SS Eicke, que Himmler nomma inspecteur des camps de concentration. Eicke s'inspira du modèle de Dachau, dont il était auparavant le commandant. L'approche mise en place à Dachau, avec la police d'un côté qui était chargée des arrestations et les SS chargés du camp, et tous deux étaient donc sous l'autorité de Himmler, à la tête de la SS et de la police, et c'est un modèle qui a été étendu à toute l'Allemagne.
Avec ce système et Himmler maintenant fermement aux commandes, Hitler décide en 1935 que le système des KL serait maintenu et deviendrait donc un aspect permanent de la dictature. Et dans la deuxième moitié des années 1930, la SS rationalisa les camps. Les premiers camps furent remplacés par des nouveaux sites spécialement construits à cet effet et le système des KL s'étendit, accueillant plus de 21 000 détenus. Il ne s'agit plus des prisonniers qui étaient détenus dans les camps du départ. Le groupe le plus important n'était plus constitué de prisonniers politiques de gauche. Il s'agissait de marginaux allemands suite à des rafles policières contre des criminels présumés et des soi-disant antisociaux. À présent, il existe des différences flagrantes entre les camps SS d'avant-garde comme Dachau et ceux créés plus tard comme Auschwitz, notamment en termes de létalité. Au cours de la guerre, la mort a envahi les camps. En revanche, les camps d'avant-guerre n'étaient pas encore des charniers. En effet, la plupart des détenus furent libérés, brisés et battus, mais libres. Néanmoins, nous ne pouvons pas comprendre les camps de guerre tels qu'Auschwitz si nous ne comprenons pas ce qui les a précédés, car les camps d'avant-guerre ont jeté les bases. Comme l'a dit Jane Kaplan, ils ont précédé ce qui est inédit en fait. Sur le plan spatial, la conception des KL comprenait des camps de prisonniers faciles à surveiller avec des rangées de baraques entourées de barbelés, des tours, des fossés entourés des quartiers SS, des bureaux et d'ateliers. Sur le plan administratif, le plan des SS plaçait tous les KL sous l'autorité de l'inspection des camps de concentration absorbés en 1942 sous le nom du groupe des bureaux D dans le bureau principal. Chacun de ces KL était doté d'un personnel issu d'une branche spéciale de la SS Topkampf. Il était divisé en une troupe de garde qui assurait la sécurité du périmètre et l'état-major du commandant divisé en plusieurs départements principaux qui dirigeaient le camp. Ce fut donc le modèle organisationnel de base des camps ultérieurs comme Auschwitz. Les SS qui ont introduit ce modèle à Auschwitz avaient servi pendant des années dans le système des camps de concentration. Il était dirigé par le premier commandant Rudolf Höss qui avait rejoint les SS du camp de Dachau en 1934. Lorsqu'il a créé Auschwitz en 1940, il a été rejoint par plusieurs vétérans des camps de concentration. Au total, 4 des 5 chefs du camp de protection du camp principal avaient commencé leur carrière à Dachau en 1933-34. Comme Höss, ils avaient imprégné l'esprit du camp SS d'avant-garde. Ils considéraient les prisonniers comme des ennemis qui devaient être écrasés sans pitié et connaissaient bien le catalogue des punitions officielles telles que la flagellation, ainsi que les formes les plus spontanées de violence et de torture. La coordination des camps d'avant-guerre dans la deuxième partie des années 1930 avait également uniformisé le manque des prisonniers. Il y avait une apparence prescripte avec des uniformes rayés portant des triangles de couleurs pour les différentes origines des prisonniers. Il y existait des routines bien établies, à commencer par les appels. Il y avait également une hiérarchie claire entre les prisonniers. L'utilisation des détenus sélectionnés comme surveillants était bien établie au moment où la guerre a éclaté, ce qui permettait à un groupe relativement restreint de SS de dominer de grands camps. C'est le commandant Höss lui-même qui a exporté ce système dit capot à Auschwitz. Avant son ouverture, les SS ont fait venir 30 détenus de Sachsenhausen pour aider à mettre en place le régime qu'ils connaissaient si bien. Maintenant, je vais parler de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre est arrivée, écrivait Rudolf Höss en 1947, et avec elle un grand changement dans la vie des camps de concentration. Et les camps, en effet, ont changé
de façon spectaculaire dès la première phase de la guerre entre 1939 et 1941. Le nombre des prisonniers a explosé principalement en raison des arrestations massives de ressortissants étrangers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les camps d'avant-guerre étaient majoritairement allemands. Cela changea parce que l'Allemagne revendiqua l'Europe et qu'en 1944-45, les ressortissants allemands ne représentent plus qu'une petite minorité dans les camps. Plus de prisonniers signifiait plus de camps. Donc, au début de 1942, les SS contrôlaient 13 KL, contre 6 en 1939. 4 de ces nouveaux sites se trouvaient en Europe occupée. Auschwitz étant de loin le plus grand. Il est situé en Haute-Silésie orientale et a été annexé à l'Allemagne après l'invasion de la Pologne. Il avait pour fonction initiale de briser la résistance polonaise. À la fin de 1940, près de 8000 hommes avaient été déportés à Auschwitz et presque tous étaient des prisonniers politiques polonais. En peu de temps, Auschwitz devient le deuxième plus grand complexe concentrationnaire, seulement après Mauthausen. Au cours des premières années de la guerre, le travail forcé dans les camps est devenu plus tortueux, la violence est devenue plus meurtrière et les conditions de vie bien pires, avec la superpopulation, la faim et les épidémies. En 1940, au moins 14 000 prisonniers des camps de concentration sont morts. Beaucoup d'autres ont perdu la vie en 1941. C'est une année charnière qui a vu les camps passer de la mort massive à l'extermination systématique, avec 2 programmes d'extermination centralisés. Le premier, nom de code 14F13, visait les détenus malades et épuisés, étendant le programme dit d'euthanasie, le meurtre des personnes handicapées, au KL. Les prisonniers sélectionnés étaient emmenés des camps tels qu'Auschwitz vers des centres d'extermination spéciaux et gazés. Le deuxième programme, nom de code 14F14, fit encore plus de victimes. Et cette fois-ci, les meurtres eurent lieu à l'intérieur du KL. Après l'invasion allemande de l'Union soviétique à l'été 1941, les autorités nazies ont fouillé les camps de prisonniers de guerre sur le sol allemand à la recherche de commissaires soviétiques et d'autres suspects politiques. Les hommes sélectionnés ont été envoyés au KL et assassinés à leur arrivée, parmi lesquels quelques 600 prisonniers de guerre ont été assassinés en septembre 1941 dans le camp principal d'Auschwitz au cours du premier gazage massif au Zyklon B. Au cours de la deuxième phase de la guerre, en 1942-44, les massacres systématiques se sont transformés en génocide. Entre l'été 1941 et l'été 1942, l'extermination des Juifs d'Europe pendant la guerre est devenue la politique officielle de l'État allemand et les camps ont rapidement joué leur rôle. Auparavant, le système concentrationnaire était largement en marge de la politique antisémite. Mais l'Holocauste a transformé le KL. Un grand nombre de prisonniers juifs arrivèrent et en 1942-43, d'autres camps pour les juifs furent créés, notamment des camps de travail forcé dans les États baltes et en palion occupé. Les déportations massives de Juifs commencèrent au printemps 1942 et dès l'été, les SS locaux avaient mis en place une routine meurtrière. La plupart des Juifs ne furent jamais enregistrés. Après avoir été sélectionnés par les SS à leur arrivée, ils étaient jugés inaptes au travail et assassinés dans les chambres à gaz installées à Birkenau. Le point culminant de cette stratégie survint après l'invasion de la Hongrie par les forces allemandes et au moins 430 000 Juifs furent déportés à Auschwitz entre mai et juillet 1940. Environ les 3/4 furent immédiatement tués à Birkenau au cours d'une frénésie meurtrière sans précédent. Les Juifs qui ont survécu aux premières sélections rejoignirent les autres détenus d'Auschwitz pour effectuer des travaux forcés comme ils le faisaient depuis le début des déportations massives. Les Juifs n'ont pas survécu plus de quelques mois. Dans le même temps, les femmes quittèrent la périphérie pour se rapprocher au centre des camps. Pendant des années, les femmes avaient été marginalisées dans le système concentrationnaire
Et cela changea au cours de l'Holocauste, lorsque de plus en plus de femmes juives furent déportées vers des camps comme Auschwitz. À la fin de 1944, près de 30% de tous les prisonniers d'EKL étaient des femmes. Auschwitz a dominé le système d'EKL pendant la guerre, comme Dachau l'avait fait au début du régime nazi. Tout était plus extrême à Auschwitz. En termes de chiffres, aucun camp ne pouvait rivaliser avec lui. Et c'est le cas aussi pour les morts de prisonniers. Donc, quelques 110 000 prisonniers détenus dans le système légal sont morts en août 1942. Quelques 35 000 autres juifs ont été gazés ce mois-là sans avoir jamais été officiellement enregistrés. Auparavant, les camps de concentration ressemblaient à de petites villes. Auschwitz était désormais une métropole qui s'étendait sur un vaste territoire. Le site comprenait le champ principal, le camp de Birkenau et d'autres camps satellites dans l'est de la Silésie. Le plus grand était celui de Monowitz, ouvert à l'automne 1942 sur le chantier d'une immense usine à IG Farben. Il est important de mettre cela dans le contexte. Mais la multiplication de ces camps satellites était caractéristique du système KL, le concentrationnaire, pendant la seconde moitié de la guerre, lorsque le travail forcé pour l'effort de guerre devient de plus en plus important. Au départ, le Himmler avait voulu transférer la production de guerre à l'intérieur des camps, mais le plus souvent, des prisonniers étaient envoyés dans de nouveaux camps satellites à l'extérieur, installés près des usines et des chantiers. Donc, à la fin de 1944, il y avait plus de prisonniers KL dans les camps satellites et les camps principaux que dans les camps principaux. Le dernier chapitre du système des camps de concentration fut écrit au crépuscule du régime nazi en 1944-1945. Les camps de concentration ne disparurent pas avec la défaite du régime. Au contraire, plus le système concentrationnaire s'approchait de son effondrement, plus il s'agrandissait. Et donc, le 15 janvier 1945, la SS comptait environ 715 000 prisonniers, jamais autant. Cette dernière expansion s'était surtout produite à l'intérieur des anciennes frontières allemandes, alors que l'équilibre géographique ne s'est déplacé vers l'Est en 1942-1943, avec Auschwitz comme nouveau centre de gravité, qui s'est à nouveau inversé. À l'approche des Allemands à Lille, les SS ont transféré davantage de détenus vers le cœur de l'Allemagne à partir du printemps 1944, et bientôt ce fut le tour d'Auschwitz. Lorsque les troupes soviétiques atteignirent Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945, le site n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils étaient quelques mois auparavant. Les SS avaient démantelé ou détruit de nombreux bâtiments, notamment les chambres à gaz et les crématoires de Birkenau. Les camps de prisonniers autrefois surpeuplés étaient en grande partie déserts suite aux transports effectués au cours des mois précédents. Ceci avait culminé avec l'évacuation à grande échelle du camp à la mi-janvier 1945, qui avait coûté la vie à quelques 15 000 prisonniers au cours des marches de la mort et des transports. La perte d'Auschwitz fut un coup dur pour les SS. C'est le joyau de leur couronne, leur plus grand camp de concentration, le dernier camp d'extermination, un centre important pour le travail forcé. Mais la fin d'Auschwitz ne signifiait pas la fin du système AKL, qui continua tant bien que mal pendant plusieurs mois, et les camps restants débordant de prisonniers évacués vers des sites précédents. Ce n'est qu'en avril et début mai 1945, lorsque toute l'Allemagne fut occupée, que le système KL s'effondra définitivement. Il est important de dire combien de prisonniers sont morts entre janvier et début mai 1945. Malgré son caractère exceptionnel, Auschwitz
Auschwitz était fermement ancré dans le système KN. Il était soumis à des règles similaires à ceux des autres camps, car il relevait des mêmes autorités, notamment l'inspection des camps. Les autorités centrales SS supervisaient les aspects essentiels du budget à la construction de l'alimentation à l'habillement. Elles émettaient des directives et statuaient sur les demandes locales. Elles coordonnaient le déploiement des détenus pour l'effort de guerre. Et elles ont lancé et supervisé les programmes d'extermination centraux tels que l'Holocauste. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'initiative locale, mais la supervision centrale assurait une certaine cohésion au sein du système concentrationnaire, tout comme les inspections régulières. Le chef de la WVHA, par exemple, s'est rendu à Auschwitz au moins 4 fois entre avril 42 et juin 44. Le lien entre Auschwitz et les autorités centrales SS ont entraîné un flux constant de personnel, de prisonniers, de marchandises vers d'autres camps de concentration. Au début, par exemple, une grande partie des vêtements des prisonniers d'Auschwitz, des sous-vêtements aux sabots de bois provenaient d'anciens camps comme Dachau. Plus tard, d'autres biens ont pris le chemin inverse et les effets personnels des Juifs assassinés à Auschwitz étaient distribués aux autres camps de concentration du camp. À la fin de l'année 1944, les SS ont également transféré du matériel et des machines hors d'Auschwitz pour les utiliser ailleurs. Cela comprenait même des parties des crématoires qui ont été amenées dans un lieu secret près de Mauthausen pour y être reconstruites. Ce n'est pas uniquement les biens, c'est le personnel du camp qui était également mobile. Au fur et à mesure de l'expansion d'Auschwitz, de nouveaux postes ont été pourvus par du personnel qui provenait du cœur de l'Allemagne, y compris les premières gardes féminines qui venaient du camp de femmes de Raschenburg. Des fonctionnaires d'Auschwitz ont également été transférés vers d'autres camps ou vers l'administration centrale, comme le commandant Hoss, qui est devenu le chef département au WVHA, groupe de bureau D. Vers la fin de la guerre, les mouvements du personnel SS étaient dictés par l'avancée des armées alliées. Lors de l'évacuation d'Auschwitz au début de 1945, plus de 1000 membres du personnel furent redéployés vers d'autres camps de la communauté des camps, emportant avec eux leur savoir-faire meurtrier. Les SS de Ravensbrück, par exemple, ont commencé à utiliser une chambre à gaz pour la première fois en janvier 1945, peu après l'arrivée des anciens détenus d'Auschwitz. Même après sa destruction, Auschwitz continua de jeter une ombre sinistre sur l'ensemble du système concentrationnel. Enfin, les mouvements entre les camps s'étendirent également aux prisonniers. Comme nous l'avons vu, les premiers prisonniers d'Auschwitz arrivèrent d'un autre camp, Sachsenhausen, et au cours des années suivantes, beaucoup d'autres suivirent. Dès le début, des camions et des trains roulèrent également dans l'autre sens, emmenant vers l'ouest des détenus polonais sélectionnés, y compris des prêtres depuis Auschwitz. Le flux des transports se transforma en un véritable déluge en 1944-1945. Auparavant, Auschwitz était la destination finale de nombreux prisonniers du camp de concentration. Désormais, le flux s'inversait. Les premiers arrivèrent furent les Juifs hongrois envoyés d'autres camps après avoir été sélectionnés pour le travail forcé à Auschwitz, puis vinrent les prisonniers évacués d'Auschwitz lors de son abandon. Ceux qui survécurent furent ensuite libérés dans des camps tels que Dachau et Mauthausen ou lors des marches de la mort qui ne menaient nulle part. Telle fut la conséquence finale de l'intégration d'Auschwitz dans le vaste système concentrationnaire. La plupart des survivants d'Auschwitz ne furent pas libérés à Auschwitz, même loin de l'ancienne capitale de l'Holocauste, comme l'a qualifié Peter Hayes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation très succincte de l'exceptionnalité, mais également de la normalité pervertie que Auschwitz a dans le monde des camps de concentration. Si j'ai bien compris la régie, on a suffisamment de temps pour avoir une discussion après chaque présentation. À la fin.
Donc, je n'ai pas bien compris la régie. Donc, on continue avec la présentation de Robert-Jan van Pelt. Thank you very much. Thank you, Julie and Tal, wherever you are. It's a delight to Tal, où que vous soyez, c'est un grand plaisir de revenir ici. J'ai toujours l'impression de revenir chez moi. Et on va voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, il y a 9 ans à peu près, le 9 novembre 2011, j'ai eu cette expérience surréaliste en me voyant représentée par l'acteur anglais Mark Gatiss jouant le rôle du professeur Robert-Jan van Pelt dans le film hollywoodien Denial, négationnisme. Ce film proposait une version dramatisée du procès en diffamation qui a opposé entre janvier et avril 2000 à la Haute Cour de justice de Londres le négationniste Irving Playan à l'historienne américaine Deborah Lipstadt et son éditeur. J'ai comparu en tant que témoin expert pour la défense, rédigeant un rapport d'expert de 750 pages et subissant 5 jours de contre-interrogatoire par Irving qui se représentait. Alors, comment mon personnage est-il retrouvé dans un drame judiciaire hollywoodien? Au milieu des années 80, j'ai commencé à explorer l'histoire architecturale d'Auschwitz après avoir terminé une thèse de doctorat sur les spéculations cosmiques concernant le Temple de Jérusalem. J'ai fait mes premières incursions dans ce territoire interdit en ayant l'intuition qu'au moins à un niveau symbolique, le Temple et Auschwitz s'inscrivaient dans l'histoire juive comme des structures à la fois opposées et complémentaires. En outre, je pensais que la construction des chambres à gaz était le pire crime commis par les architectes. Ayant pris pied dans l'enseignement de l'architecture en tant que professeur d'université, j'ai voulu sonder les profondeurs morales de la profession d'architecte. En examinant l'étang des connaissances sur l'histoire architecturale d'Auschwitz, j'ai été perplexe de constater qu'à deux exceptions près, toutes les publications que j'ai rencontrées avaient été écrites par des négationnistes de l'Holocauste. Prenant un seul élément d'information hors contexte, lui appliquant les sophismes logiques de composition, de division, bifurcation, d'accidents inverses et de preuves négatives, ils ont soutenu que tous les témoignages oculaires sur les gazages massifs et la crémation massive de cadavres étaient des mensonges, que les prétendues chambres à gaz n'étaient que des simples morgues et que la capacité réelle des fours crématoires était inférieure d'au moins 1, voire 2 ordres de grandeur à ce qui était allégué, et que le nombre de morts et la nature des décès à Auschwitz correspondaient à ceux d'un camp de prisonniers soumis à des visites régulières de maladies épidémiques. Je me suis sentie comme Alice de Lewis Carroll, pénétrant dans un monde où tout ce que je connaissais était inversé. Il n'y avait pas que quelques exceptions dans cette salle de miroirs délirante. L'une d'elles est le livre de l'historien suivant qui a été par l'oncle de ma mère qui a été déporté et est mort. Mais il y avait quelques exceptions dans cette salle de miroirs délirante. L'une d'entre elles est le livre de l'historien survivant d'Auschwitz et rédacteur en chef du Monde juif George Wellers. Les chambres à gaz ont existé. Plus intéressant du point de vue de l'histoire de l'architecture, un article intitulé « Les crématoires 4 et 5 de Birkenau », publié en 1982 par un pharmacien français et féru d'histoire, Jean-Claude Pressac, dans Le Monde juif, le journal de l'organisation même qui accueille cette conférence. Il est intéressant de noter que Weller a introduit l'article en déclarant que, tout en admirant l'énergie de Pressac, il était en désaccord total avec le postulat de l'article selon lequel les crématoires n'avaient pas été conçus dans un but génocidaire, mais seulement réaménagés après leur achèvement. Après avoir réfuté les points clés soulevés par Pressac dans son article, Weller a conclu: il existe une série cohérente de faits montrant que dès août 1942, la décision de construire 4 crématoires à Auschwitz a été prise dans le cadre sinistre de la solution finale de la question juive, réalisée au moyen d'un assassinat systématique par un gaz mortel. Et
C'est ce qui a été ce qui a marqué ma confusion et j'ai décidé donc d'aller à Vienne et de voir les deux architectes, Deyako et Hertel. Mais l'expérience est avérée décevante car tant la théorie de l'affaire présentée par l'accusation et la défense que les témoins oculaires et les preuves matérielles se sont concentrés, et ce n'est pas surprenant, sur la question des motivations criminelles possibles des accusés. Importante car à cette époque, elle était la clé d'une condamnation et maintenant ce n'est plus le cas et ont largement ignoré les questions architecturales qui m'intéressaient. Puis, en 1989, le mur de Berlin est tombé et juste au moment où je m'apprêtais à passer quelques mois de recherche à Auschwitz, Precak a publié par l'intermédiaire de la fondation Beate Klarsfeld son ouvrage en anglais Auschwitz, technique et exploitation des chambres à gaz. Et on y a déjà fait référence. Il s'agissait d'un livre littéralement époustouflant, rempli d'informations techniques sur les crématoires et les chambres à gaz, écrit en réponse aux arguments avancés par des négationnistes comme Robert Forison et sans aucun sens du contexte historique de l'Holocauste en général ou d'Auschwitz en particulier. J'ai donc décidé d'axer mon propre travail sur la création du contexte manquant en faisant des recherches principalement sur l'histoire du site d'Auschwitz et de toutes les autres constructions du camp, ainsi que sur les différents objectifs du camp qui se chevauchaient entre 40 et la fin des années 44. J'ai découvert beaucoup de nouveaux documents qui remettaient en question les conclusions de Precak. J'ai partagé ces documents avec lui et j'ai collaboré avec lui pendant de longs séjours dans sa maison de Ville-du-Bois au sud de Paris et Auschwitz sur un important chapitre du livre coécrit et commandé par le musée du mémorial de la Shoah des États-Unis pour l'ouvrage à plusieurs auteurs. Personnalité autoritaire, Precak s'est révélé difficile à côtoyer, notamment parce que certaines de ses convictions entraient en conflit avec les miens. Après tout, pour moi, le maréchal Philippe Pétain n'était pas un héros entre 40 et 44, et l'admiration de Precak pour les SS, une organisation qu'il trouvait magnifique et qui était, selon lui, contrainte contre son gré de faire le sale boulot de la solution finale. Cela me donnait la nausée. Notre collaboration s'est interrompue lorsque la maison d'édition du Centre national de recherche scientifique, CNRS, a publié à mon insu. Et sans mentionner ma qualité de co-auteur, notre texte sous le titre « Les crématoires d'Auschwitz, la machinerie du meurtre de masse » en 1993. Pour éviter un scandale public, les juristes de l'USHMM et du CNRS ont négocié un accord selon lequel l'USHMM et moi-même laisserions, en ce qui concerne la Shoah, Auschwitz, la francophonie à Precak et le CNRS et Precak l'anglosphère à moi-même. Cet accord a tenu jusqu'à la mort prématurée de Precak en 2003. En 1996 et Paris Auschwitz 1270 jusqu'au présent. Un livre que j'avais conçu comme un complément à Auschwitz, technique et fonctionnement des chambres à gaz de Precak. Il confirmait dans la sphère anglo-saxonne ma réputation d'expert en architecture d'Auschwitz, ce qui n'était pas une bénédiction sans mélange. Soudain, j'ai commencé à recevoir des lettres de négationnistes et des appels téléphoniques menaçants. La police semblait impuissante à l'arrêt et c'est ainsi qu'un jour, j'ai parcouru les 2 kilomètres qui me séparent de mon appartement de la maison du plus célèbre négationniste canadien, Ernst Sudel. Il a ouvert la porte et m'a accueilli en me disant « Bienvenue, professeur Van Pelt, cela ne vous dérange pas? Nous avons invité la presse à enregistrer notre réunion. » J'ai répondu « Il ne faut mieux pas. » Je lui ai parlé des menaces et je lui ai assuré que je ne pensais pas qu'elles venaient de lui, mais que lui pourrait peut-être les aérer. Et après avoir écouté quelques plaisanteries, il est parti. Pour mémoire, les menaces ont cessé. Le cinéaste américain Errol Morris m'a contacté en 1997 après avoir montré une première version de son film
la mort, la montée et la chute de Fred et Leuchter, à des étudiants. Leuchter, spécialisé dans la conception, production et maintenance de matériel d'exécution pour les juridictions américaines appliquant la peine de mort, avait acquis une certaine notoriété en 1989 lorsque, à l'invitation de Morrison, il s'était rendu rapidement à Auschwitz et avait rédigé un rapport médico-légal hâtif et en disant que les chambres à gaz étaient des faux. Leuchter a soumis ce rapport à un tribunal de Toronto pour soutenir Sundell, qui pour la deuxième fois était accusé de nier l'existence de la Shoah. Irving, qui a assisté au procès, a estimé que ce rapport était un coup de génie et a acheté les droits d'édition pour sa marque de négationniste Focal Point Publication. Après avoir vu le premier montage, les étudiants de Harvard ont pensé que Leuchter avait raison et que les chambres à gaz d'Auschwitz étaient des faux. Les étudiants de Brandeis pensaient que Maurice était antisémite. Très convaincu de la réalité de l'Holocauste et fier d'être juif, Maurice a décidé qu'il avait besoin d'aide. Il s'est adressé à Deborah Lipstadt, bien connue pour son livre Denying the Holocaust, The Growing Assault on Truth and Memory. Comme elle venait de lire mon livre sur Auschwitz, elle a suggéré à Maurice de me contacter. C'est ainsi que j'ai fini par accompagner Maurice et une importante équipe de tournage à Auschwitz pour enregistrer les véritables aspects médico-légaux du site d'Auschwitz afin de les inclure dans Monsieur la mort. Alors que je me trouvais à Auschwitz, j'ai reçu un appel d'avocat anglais et spécialiste de l'antisémitisme, Anthony Julis, qui était l'avocat du divorce de Lady Diana et m'a invité à participer à l'affaire de diffamation Irving Lipstadt en tant que membre de l'équipe de défense. Dans son livre, Lipstadt avait identifié Irving comme un falsificateur de l'histoire et un négationniste de l'Holocauste et un antisémite, et ce dernier avait décidé de l'attaquer en justice en Angleterre où, dans les affaires de diffamation, la charge de la preuve incombe aux défendeurs. Et donc, comme le rapport Leuchter avait été le pivot de la conversation d'Irving à la négation de l'Holocauste, et comme je connaissais ce rapport, je pouvais apporter une contribution essentielle. Lorsque j'ai accepté de participer à l'affaire, j'ai demandé à Julius s'il avait l'intention d'appeler des survivants d'Auschwitz comme des témoins oculaires. Non, m'a-t-il répondu. Ce sont des historiens comme vous qui feront le gros du travail en tant que témoins experts. La fin de l'année, je me suis préparée au procès. J'ai rédigé un rapport de 750 pages dans lequel j'ai soumis le rapport de Leuchter et les arguments présentés par les négationnistes à une critique légiste. Et de plus, j'ai étudié la convergence des preuves oculaires et matérielles afin d'établir les faits concernant les chambres à gaz, comme la présence de portes étanches au gaz et de volets étanches au gaz avec le plus haut niveau de certaines certitudes qui peuvent être obtenues. En historiographie, la partie la plus controversée concernait les colonnes de gaz des crématoires 2 et 3. Leur existence avait été fermement établie lors de l'enquête médico-légale polonaise menée par Janssen en printemps 1945 sur la base du témoignage de l'ancien Sonderkommandeur Heinrich Tauber. Et je le cite, « Le toit de la chambre à gaz était soutenu par des piliers en béton situés au milieu de sa longueur. De chaque côté de ces piliers, il y en avait 4 autres, 2 de chaque côté. Les côtés de ces piliers qui traversaient le toit étaient constitués d'un treillis métallique épais. À l'intérieur de ce grillage, il y avait un autre grillage plus fin et à l'intérieur de celui, un troisième grillage très fin. À l'intérieur de cette dernière cage grillagée se trouvait une boîte amovible que l'on retirait à l'aide d'un fil pour récupérer les boulettes dont le gaz s'était évaporé. » Fin de la citation. L'ancien détenu Michael Kula, qui avait construit ces colonnes qu'il appelait distributeurs de gaz dans l'atelier du camp, a donné en 1945 une autre interprétation de leur fonction. Le contenu d'une boîte de cyclone était jeté par le haut sur le distributeur, ce qui permettait une distribution égale du cyclone sur les 4 côtés de la colonne. Fin de la citation.
L'existence et la fonction de ces colonnes sont restées pendant des décennies dans une zone d'ombre dans l'historiographie d'Auschwitz, notamment parce qu'elle avait été totalement démantelée après l'arrêt des gazages et avant la démolition des crématoires, et qu'aucun vestige du treillis métallique n'a été retrouvé par les chercheurs de l'Armée rouge ou de la police scientifique polonaise. Mais à la fin des années 70, Robert Forresson est devenu obsédé par leur absence physique, inventant même la formule « pas de trou, pas d'Holocauste ». Son raisonnement était le suivant. Les colonnes de gaz qui avaient pénétré à travers les toits en béton des chambres à gaz des crématoires 2 et 3 avaient été les outils essentiels de l'extermination de masse à Auschwitz, l'équivalent du pistolet fumant dans un procès pour meurtre ordinaire. Et bien que nous disposions de témoignages sur leur existence, il ne restait aucune preuve matérielle. Forresson a également affirmé, à tort comme cela s'est avéré, que les restes en ruine des dalles de béton ne présentaient aucun trou qui aurait permis aux médecins SS situés au sommet de la dalle d'accéder à l'intérieur de la colonne, ce qui leur aurait permis de descendre un conteneur contenant du cyclone B dégazant dans la chambre à gaz. Forresson a soutenu que le doute sur un détail des chambres à gaz d'Auschwitz générait un doute sur tous les massacres d'Auschwitz, ce qui à son tour créait un doute sur l'Holocauste lui-même. Vous voyez cette petite galette à droite et une partie de la dalle avec le trou au centre. Cette partie un petit peu édentée, il y a un trou et une autre pièce de la dalle qui a explosé lorsque la chambre à gaz a explosé. Et on voit les deux parties l'une sur l'autre. Irving a adhéré au slogan de Forresson et j'ai donc rassemblé les preuves concernant les colonnes à gaz en triangulant les témoignages oculaires, les documents et les photographies contemporaines prises à la fois par le Central Bau Leitung d'Auschwitz pour documenter l'avancement de la construction et par les avions de reconnaissance alliés au printemps et à l'été 1944. Je me suis demandé pourquoi les architectes d'Auschwitz avaient introduit ces colonnes de gaz dans les chambres à gaz des crématoires 2 et 3. Après tout, les SS d'Auschwitz avaient pu se passer de colonnes de gaz dans les chambres à gaz du bloc 11 du crématoire 1, des bunkers 1 et 2 et des crématoires 4 et 5. La réponse s'est finalement avérée relativement simple. Agent commercial dépouillage et d'extermination des nuisibles à base de cyanure, le cyclone B avait été formulé comme un produit qui, après ouverture du bidon scellé dans lequel il était expédié et stocké, dégazait lentement. Lorsqu'il était introduit en dose suffisante dans une chambre à gaz, il tuait tous les êtres humains en 15 minutes. À Auschwitz, la mise à mort au cyanure de détenus sélectionnés a commencé à la fin de l'été 1941 et celle des transports de juifs à l'arrivée du début du printemps 1942. À cette époque, la fréquence réduite des gazages était telle que la poursuite de dégazage du cyclone B pendant 23h45 après la mort de toutes les victimes ne posait pas de problème majeur. Mais en planifiant un programme beaucoup plus intense de massacres continus avec des trains de déportation arrivant toutes les 24 heures, les SS d'Auschwitz ont dû décider qu'il serait utile que le cyclone B, encore en dégazage, puisse être retiré de la chambre à gaz 15 minutes après son introduction, ce qui permettait d'accélérer l'opération d'élimination des cadavres. En résumé, l'objectif principal des colonnes à gaz n'était pas de fournir un moyen d'introduire le cyclone B dans la chambre à gaz, mais de fournir un moyen d'éliminer la matière encore dégazante de la chambre à gaz. Au printemps 1999, j'ai présenté une première version de mon rapport à Julius et aux avocats Richard Rampton et Heather Rogers qui devaient présenter l'affaire au tribunal. J'ai ensuite organisé une visite médico-légale de 7 jours à Auschwitz pour Lipstadt, Rampton et Rogers, au cours de laquelle nous avons exploré le site accompagné de Wojtek Smolen et inspecté les documents et plans pertinents dans les archives. Le soir, nous avions de longues
discussions sur le rôle possible du matériel d'Auschwitz dans la conduite du procès. L'affaire comportait de nombreuses questions. Dans quel ordre les présenter au tribunal? Rampton et Rogers pensaient qu'Irving, qui devait présenter son propre cas, devait être contraint de faire marche arrière le plus rapidement possible. Il y avait bien sûr dans la partie d'Auschwitz du cas Irving qui était très exposé. De plus, on pensait que en mettant Auschwitz en premier, on s'appuierait sur la prépondérance des preuves, mais également la grossièreté palpable de différentes déclarations. En fait, au bout du compte, il s'est avéré que le ministre de la Justice, le 26 juillet 2000, le cas n'était pas acceptable. Et 6 autres semaines de procédure ont effectivement suivi, mais la bataille décisive a été livrée pendant la partie de l'affaire concernant Auschwitz. Quelques heures après que le juge Gray ait prononcé la conclusion de son verdict, désolé, dit l'orateur, le mardi 11 avril 2000, le juge Gray a prononcé la conclusion de son verdict de plus de 300 pages. Lipstadt avait à juste titre qualifié Irving de falsificateur de l'histoire, de négationniste et d'antisémite. Et donc la défense de justification réussit. Le jugement comprend un long examen des preuves d'Auschwitz qui confirment la véracité de l'objectif génocidaire des chambres à gaz et des crématoires. Quelques heures après que le juge Gray eut annoncé son verdict, Rampton m'a dit, au cours de ce qui aurait dû être un dîner d'équipe festif, que la victoire juridique massive qu'il avait obtenue était vide de sens. Cela ne fait aucune différence, a-t-il déploré, au moment où le plat principal arrivait. Le jugement ne ramène pas les morts, il ne les ramène pas. Se tournant vers moi à leur terme, il m'a dit: Auschwitz, ce voyage a tout changé pour moi. Pendant 50 ans, j'ai cru savoir, mais je ne voulais pas vraiment savoir. Même lorsque j'ai pris le dossier, je n'ai pas réfléchi à ce qu'il signifiait. Je n'ai pas réfléchi à ce que le mot chambre à gaz impliquait. J'ai profondément honte pour toutes ces années où j'ai cru savoir. Et je n'ai pas si. Nous avons laissé notre repas inachevé. En tant que personne très instruite et réfléchie, Rampton avait honte d'avoir ignoré Auschwitz jusqu'à ce qu'il soit forcé d'y faire face. Aujourd'hui, des millions de personnes savent ce qu'est Auschwitz, ou peut-être mieux, comme l'a observé de manière poignante Charlotte Delbo, une survivante d'Auschwitz, ils pensent savoir. Lorsqu'au début de l'année 1945, un détenu espagnol de Buchenwald, Jörg Sempron, a assisté à l'arrivée de prisonniers juifs d'Auschwitz, il a appris l'existence des chambres à gaz et a compris intuitivement qu'elles resteraient une éternelle terra incognita. Et là, je le cite. L'expérience de l'anéantissement des Juifs d'Europe a ceci de tragiquement particulier qu'il n'y a pas de survivants qui puissent témoigner. Il y a bien sûr des survivants d'Auschwitz, mais il n'y a pas de survivants des chambres à gaz. Personne ne peut nous dire qu'il y était. Personne ne pourra jamais, par la véracité de son récit, nous faire dire « c'est comme si j'y étais ». Des centaines de milliers de Juifs de toutes conditions sociales, de tous âges, hommes et femmes, enfants et vieillards, sont morts dans les chambres à gaz et personne ne peut en témoigner. Nous avons les preuves, mais pas les témoignages. Dans la mémoire collective de l'humanité légendaire ou historique, fable ou document, il y aura toujours ce vide ontologique, ce manque à être, ce vide effroyable, cette plaie infectée et empoisonnée. Personne ne pourra jamais nous dire qu'il est passé par là. En effet, lorsque on ouvre les portes des chambres à gaz, on essaye de voir ce qui s'est passé dans la chambre à gaz quand le cyclone B a été introduit. Mais même Muller, si proche de l'événement, n'était pas là.
Il est évident que le travail des enquêteurs légistes, des archivistes, des historiens, dont certains sont présents ici, et le travail effectué dans le cadre des procès pertinents, le procès d'Auschwitz à Francfort et le procès Irving-Lipstadt étant les plus célèbres, ont considérablement élargi nos connaissances sur Auschwitz en général et sur les chambres à gaz d'Auschwitz en particulier. Et même après un quart de siècle, la satisfaction d'avoir pu présenter avec succès le cas d'Auschwitz devant le tribunal de Londres demeure en moi et m'a donné l'occasion d'élargir ce que nous pouvons savoir sur Auschwitz et son noyau mortel, comme le livre sur le procès que j'ai publié en 2002, La salle des preuves, et qui a été présenté en 4 endroits. Et il y a également l'exposition itinérante Auschwitz, il n'y a pas si longtemps, qui se trouve actuellement à Toronto, son 7e lieu d'exposition, avec plus de 1,5 million de visiteurs à ce jour. C'est également un plaisir de découvrir le travail de découverte de points effectué par exemple par mon ami allemand historien de l'architecture Jens-Uwe Fischer sur la bibliographie de l'architecte d'Auschwitz Fritz Ertl en temps de guerre, ou la recherche dans laquelle tant d'entre vous sont engagés. Un travail qui, dans notre monde de plus en plus déroutant, est plus pertinent que jamais. Nous avons beaucoup progressé, mais malgré toutes nos réalisations, la compréhension par son prune des implications profondes de l'existence même et du fonctionnement des chambres à gaz d'Auschwitz reste valable. Dans la mémoire collective de l'humanité, légendaire ou historique, fable ou document, il y aura toujours ce vide ontologique, ce manque d'être, ce vide effroyable, cette blessure infectée et empoisonnée. Merci. Merci Robert de nous avoir présenté votre chemin de chercheur et également d'avoir à nouveau posé la question épistémologique de ce que nous pouvons savoir, mais également d'avoir démontré comment nous pouvons savoir. Donc, the floor is Piotr. Okay. Good morning. Yeah, thank you. First of all, I'd like to thank you very much for the invitation for the conference. During my presentation, I would like to, yeah, that's better, to tell you the story of the different kinds of sources, documents which are available in the les documents qui sont disponibles dans les archives du musée d'Auschwitz. Il y a un certain nombre de documents qui montrent l'histoire des vies, du service des officiers SS dans les camps de concentration. Et sur la base de ces documents, on peut comprendre le nombre de SS qui étaient présents au cours des actions d'extermination sur le terrain des chambres à gaz et qui pouvaient être considérés comme ceux qui pouvaient empêcher des tentatives d'évasion ou de rébellion. Si l'on regarde, par exemple, le nombre de personnel à Auschwitz, il s'agissait de chiffres extrêmement élevés. Par exemple, en 1942, il y avait à peu près 2000 SS qui étaient à Auschwitz. Et en 1944, plus de 3000 officiers SS à Auschwitz. Cependant, il n'y en a que certains d'entre eux qui étaient sur les terrains des crématoriums et qui étaient en charge d'un certain nombre de personnes et qui étaient très proches de ces installations d'extermination. Donc voilà les personnes et grâce aux témoignages des survivants, en fait, nous les connaissons, mais il y a très peu de documents qui restent. Très peu de renseignements sur les détails des opérations. Cependant,
Si l'on veut savoir quels sont ceux qui ont directement supervisé ces opérations d'extermination, il y a un rapport donc par le second lieutenant Stefan Jasinski, dont le travail était de trouver des informations sur l'existence des chambres à gaz à Auschwitz et qui devait savoir, qui voulait savoir s'il était possible donc de connaître ces différents chiffres. Donc, parmi les différentes unités des SS à Auschwitz, il mentionne également les sous-unités dont l'objectif était de lui obéir. Donc, il y avait un certain nombre d'informations disponibles. Parmi elles, il y a ce qu'on appelle l'Action Reinhardt. C'est des personnes qui étaient chargées de collecter les bagages des personnes qui périssaient dans les chambres à gaz. Quelques 40 personnes, la plupart d'entre eux devaient savoir ce qui se passait dans les chambres à gaz. Une autre unité, c'était la chaîne permanente de garde. Il s'agissait des gardes qui avaient des mitraillettes et qui se tenaient près des places d'extermination. Le bunker numéro 2, la deuxième chambre à gaz à Auschwitz. 31 gardes donc là-bas. Ensuite, il y avait donc une compagnie pour les missions spéciales. Il s'agissait de personnes qui supervisaient directement les membres du personnel du Sonderkommando. Donc, ils travaillaient 24 heures sur 24. Il s'agissait à peu près donc de 23 SS qui supervisaient donc par une partie des Sonderkommando en 1944. Donc, c'est le dernier groupe et probablement certains membres du Action Reinhardt qui auraient pu être présents au cours de la sélection des personnes. Donc, il y a eu les personnes qui étaient sélectionnées devaient s'engager officiellement parce qu'il s'agissait en fait des porteurs de secrets. En fait, ils pouvaient se rendre sur ces endroits, ils pouvaient être présents là-bas. Donc, c'était juste à l'extrémité de la forêt de Birkenau où se trouvaient ces chambres à gaz de façon temporaire en 1942. On a entendu parler également de cette catégorie spécifique de témoins. Voici donc le témoignage de Vladimir Bilan, qui était dans les entrepôts où étaient gardées donc les propriétés ou les possessions des Juifs qui avaient été transportés. Lorsqu'il voyait ce qu'il se passait dans les zones autour des chambres à gaz temporaires, donc nous avons le témoignage donc de différents officiers. Alors, cette personne a dû s'échapper de cet endroit aussi rapidement que possible. Donc, en examinant les sources historiques de fichiers personnels, j'ai trouvé une seule de ces déclarations d'engagement qui dit donc
J'ai été informée en détail aujourd'hui que si je parle à qui que ce soit de la mission spéciale qui m'a été confiée, ou si je fais des insinuations par imprudence, je serai passible de la peine de mort pour trahison. Donc ça, c'est en septembre 1942. Ce sont des SS qui ont été engagés et qui devaient signer une telle déclaration. Bien sûr, c'est donc le Sonderkommando d'Auschwitz qui était... Ici, c'est chez Rudolf Höss, qui était le commandant du Sonderkommando et qui était en charge des opérations d'extermination. Je ne sais pas donc pourquoi ces documents ou ces SS étaient séparés, ces documents d'archives étaient séparés du reste des archives des SS, principalement parce qu'il y avait des interrogations séparées par la commission spéciale des SS, par le procureur Konrad Wrolber, la raison pour laquelle certainement pour laquelle ces archives n'ont pas été détruites ou évacuées de la même façon que les autres. Parmi elles, on peut voir certains SS qui étaient accusés d'avoir volé des possessions des endroits où l'extermination avait lieu. Parmi ces documents, on peut voir par exemple les points de vue donc sur ce type de mission qui se déroulait. Donc il y avait par exemple le docteur Josef Mengele qui avait participé de façon régulière à des missions spécifiques, des missions spéciales. Et donc une description du rôle qu'il avait dans ces exterminations de masse. Heinz Thilo également avait accompli des missions spéciales. Il est donc affecté dans la mission Reinhardt, tout spécialement, et était impliqué également dans différentes opérations de relocalisation et a contribué de façon majeure au succès de ces opérations de réinstallation. Oberscharführer Hans Auner était impliqué dans des réinstallations et a contribué de façon significative à leur bon déroulement. Donc, on a des documents également importants sur le type de service qu'ils accomplissaient et sur les opinions qui étaient donc rédigées par les commandeurs des différentes unités SS, et parmi lesquelles donc la préparation de documents à envoyer à Berlin pour donc les départements de la guerre, les différents processus qui étaient rattachés à cela. Donc il s'agissait notamment des opinions. Hauptsturmführer Gob Hocker. Donc Hocker a été chargé de diverses tâches telles que la supervision des Sonderkommando 1 et 2 et des chambres de désinfection 1 et 2. Dès la fin de septembre 1943 à mi-novembre 1943, le SS Hauptsturmführer Hocker était responsable de la chambre de désinfection 1 où il s'est toujours acquitté des tâches avec le plus grand soin et le plus grand intérêt. Il était probablement à la tête de l'unité de supervision, notamment pour les bunkers où se trouvaient les chambres à gaz temporaires en 1942. Ensuite, il a été renvoyé à la fin de septembre 1943 jusqu'à novembre 1943. Il était donc responsable d'un autre type d'action
Et à ce moment-là, le nombre de déportés, le nombre de morts était si élevé que ce type de crématorium ne pouvait pas gérer un aussi grand nombre de corps, de cadavres. D'autre part, au moment des chambres à gaz temporaires, en fait, ces chambres à gaz temporaires ont complété le travail des chambres à gaz permanentes. Ensuite, nous avons Heinz Kühnemann, qui a été utilisé exclusivement pour la réinstallation des Juifs. Et ces expressions, en général, sont accompagnées de points d'interrogation. Il a été chargé de la surveillance, de la mise en œuvre et de l'enlèvement des biens laissés au Sonderkommando 1 et au Crématorium 2. Au début, il a exécuté le travail qui lui a été confié avec intérêt et satisfaction, et ce n'est que récemment que son intérêt pour le service et son sens du devoir ont diminué. Probablement parce qu'il a été accusé de vouloir donc des congés supplémentaires. Donc nous avons également Klaus Gilbeski, qui était un des premiers à participer à la mise en œuvre de tâches spéciales au camp de concentration d'Auschwitz, et il était là où il devait être jour et nuit. Ce qui est l'histoire la plus intéressante du Unterscharführer, c'est Gerhard Effinger. Après une courte période de service dans le SST Warsturmbahn, il a été transféré à nouveau à la gestion des biens des prisonniers, où il est d'abord chargé de désinfecter les vêtements laissés dans l'enceinte du MKL de Birkenau pour l'action ADJ, Ausünden der Juden. C'est une abréviation qui est utilisée fréquemment pour ceux qui étaient directement impliqués dans les exterminations de masse. Il s'acquitte de ces tâches de façon satisfaisante et son attitude militaire est au-dessus de tout soupçon. Ensuite, après une petite période de service, avec donc le service au sein du bataillon local de garde SST. Il est à nouveau transféré à l'administration des biens des prisonniers le 7 août 1942, où il est d'abord chargé de désinfecter les vêtements provenant de l'opération EDG. Il est chargé ensuite de superviser le tri et le regroupement des effets de l'opération ADJ. Cet homme ici, Nicolas Hutches, en tant qu'employé au service des objets de valeur, il était chargé de recevoir et de trier les objets de valeur provenant de l'action de déplacement juive. Donc, ici, on peut trouver nombre de remarques sur le service actif de ces hommes SS, de ces officiers SS, qui travaillaient donc sur le terrain de ces chambres à gaz. Et donc, quel type de source? Nous avons ici une demande de congé spécial, par exemple. Je voulais vous montrer 3 exemplaires de ces demandes. En général, ces hommes qui étaient de garde, qui étaient impliqués dans les tueries de masse, avaient le droit de demander des congés spécifiques et de façon plus fréquente que les autres SS. Dans ces demandes, par exemple, il doit être établi quel est l'objectif des demandes de congé. Pourquoi les SS veulent avoir un congé, s'ils veulent voir leur famille, par exemple. En général, ces hommes qui sont impliqués donc avec ces déclarations spéciales devaient mentionner l'objectif de leur demande, la raison pour leur demande. Donc, il y avait des sujets de motifs familiaux, par exemple. Et donc, il fallait savoir, juste pour être certain, pourquoi un homme allait demander, ou un officiel allait demander de façon répétée une demande de congé spécial.
Donc, ici, vous avez les Sonderaktionen, Sonderurlaub, c'est-à-dire c'est de l'opération Reinhardt. Et ici, à nouveau, dans ce type de demande, pour des congés spéciaux, on trouve des informations sur qui était impliqué dans ces crématoriums. Lorsqu'il y a des pénalités, eh bien, nous avons des documents quant à ceux qui ont enfreint les réglementations, notamment par rapport à l'aspect secret. Et ils pouvaient être punis par les officiers, notamment, et par le commandement. Parfois, cela se produisait, notamment lorsque ça se passait à l'extérieur du camp. C'était le cas, par exemple, pour Ludwig Dahm, qui, pendant son congé, a parlé à des soldats et des membres du parti de questions juives et de la résolution de la question juive à Auschwitz, ce qui potentiellement pourrait susciter l'inquiétude de la population locale. Mais le nombre élevé de ces procédures au tribunal pouvait fournir une liste de denrées alimentaires, par exemple, notamment de l'or, des bijoux et différents types de nourriture, notamment des nourritures de luxe qui n'étaient pas disponibles même sur le marché noir. Par exemple, les denrées alimentaires qui étaient subtilisées au transport juif qui venait de Drancy, donc de la farine, des pommes de terre, de margarine, du café, du sucre, du sel, des pâtes, des légumes secs, des légumes et des conserves et du chocolat. Nous savons que ce type de nourriture était confisqué immédiatement et transféré généralement aux cuisines SS. Et parce que certains de ces articles n'étaient pas connus des SS à Auschwitz, ils les envoyaient à un institut hygiénique afin qu'elles soient testées, afin de s'assurer qu'elles étaient comestibles. Et donc ici, vous avez donc des figues et des prunes qui étaient trouvées dans les bagages, et aussi des raisins de Corinthe. Pour la première fois, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu certainement. Et puis il y avait du miel également. Ici, il y avait des sacs de levure. Et il y a eu un test donc, qui a été fait, et ce qui est resté de la levure après l'examen doit être renvoyé aux chambres de commandement, et le reste de la levure doit être administré à ceux qui en ont le plus besoin parmi les détenus. Ici, vous avez donc Rudolf Wunsch. Donc, le 27 décembre 1942, alors qu'il était de service à la rampe de déchargement duquel d'Auschwitz, il trouva un récipient contenant du savon à raser. Il l'emporta avec lui avec l'intention de la rapporter le lendemain du bureau d'administration du camp, mais il a oublié. Et ensuite, ces biens ont été trouvés par Julian Koranski, et elle a donc rapporté immédiatement ce qu'elle a trouvé aux stations de la police. Donc Wunsch a été interrogé et a dû expliquer pourquoi il avait fait cela. Et finalement, il a été jugé que ce n'était pas de sa faute, qu'il avait pris ses biens vraiment sans mauvaise intention. Et de ce fait, il ne devait pas encourir de punition. C'était la conclusion de tout cela. Cependant, tout a changé avec l'arrivée de cet homme-là, Konrad Morgen,
qui était chargé des enquêtes contre les hommes qui commettaient des vols contre les propriétés juives. Et comme il a écrit dans son rapport, une fois qu'il est allé à Birkenau, il dit « Beaucoup de choses ont émergé, donc des bagues, des bijoux, de tout type de monnaie. Et il a dû faire des fouilles pour trouver ces objets de valeur. De ce fait, nombre de ces articles furent trouvés au cours de ces fouilles et un certain nombre de personnes ont été arrêtées, notamment Leopold Schmeiger. Donc il n'y a pas, au terme de ces fouilles, il n'y avait pas d'indication qu'un crime ou un délit avait été commis. Et les articles qui étaient suspicieux donc, ont été déplacés et enlevés donc, des casernes. Donc, cette personne, Erwin Getschmann, était soupçonné d'avoir volé des objets d'origine juive au camp de concentration d'Auschwitz. Ici, une histoire un petit peu différente qui a témoigné des objets qui avaient été trouvés dans sa chambre. Il était en service à Auschwitz depuis septembre 1942, où les biens juifs, en fait, donc les biens juifs étaient conservés dans l'entrepôt de dépôt des prisonniers d'Auschwitz et stockés après avoir été désinfectés au gaz. Ses fonctions consistaient principalement à surveiller les prisonniers qui y travaillaient. Donc, il devait être sur les lieux, présent sur les lieux. Au cours de la perquisition, les objets suivants ont été trouvés. Une paire de gants en cuir pour homme, 2 atlas de POC, environ 50 cigarettes, 2 couteaux de chasse. Il a expliqué plus tard qu'il avait pris ces couteaux parce que les Juifs auraient pu utiliser ces couteaux eux-mêmes. Donc, cela prouve qu'il y a eu une propriété qui avait été dérobée des bagages des victimes et c'était donc, on voit aussi qu'il y a une biographie de Mary Stuart. Donc, en fait, il a été accusé parce que simplement, il ne pouvait pas trouver ce livre. Ici, ceci serait très utile pour expliquer ce qui se passait près des fours crématoires. Merci pour cette présentation et notamment la présentation des sources très différentes qu'on peut utiliser. Nous avons suffisamment de temps pour vos questions, donc c'est maintenant l'occasion pour vous de poser vos questions. Et j'encourage également les collègues sur le panel de réagir s'ils le souhaitent. On va prendre vos questions par groupe de 2, 3 Je l'ai vu pour la première fois en 1988, où il a accompagné le premier voyage de scolaires à Auschwitz, organisé par le Congrès juif mondial et par l'éducation nationale. Et c'est lui qui était à la manœuvre pour expliquer comment fonctionnait la chambre à gaz, le crématoire, pardon, aux élèves. Et ce qui était frappant, c'est qu'il était très heureux. C'était à Auschwitz I, dans la fameuse chambre à gaz où le crématoire, on le sait aujourd'hui, a été reconstitué. Et il le manipulait avec tellement de joie que je m'étais dit à l'époque qu'il se prenait pour Rudolf Höss. Il y avait des problèmes techniques, il allait les résoudre. Donc ça, c'était la première rencontre. Ensuite, pour compléter, il ne parlait jamais de Serge Klarsfeld sans dire le juif Klarsfeld. Ça veut dire qu'il était resté
fondamentalement antisémite, malgré le travail formidable qui nous sert à tous. Et j'ignorais que vous aviez été spolié de votre travail par CNRS Éditions, que je connais bien, puisque j'ai pris la succession de Denis Péchanski à la direction scientifique de CNRS Éditions après. Et je voulais dire aussi autre chose, c'est que j'ai vu, à plusieurs reprises d'ailleurs, ce film formidable où vous êtes. Je me suis dit quand même que Déborah Lipstadt avait de la chance d'être représentée par Rachel Weisz, que je me demandais qu'est-ce que je choisirais moi comme actrice si on devait me représenter un jour. Donc ce procès du siècle, c'est un film formidable, vraiment formidable, qui est passé aussi en France. Et je voulais faire une comparaison avec les 2 procès de Robert Forisson. Moi, j'ai témoigné aux 2 procès. Le premier procès, ça a été un procès. Chaque fois, c'est des procès en diffamation. Ce sont eux qui sont diffamés. Comme Irving était diffamé par Deborah Lipstadt, Forisson avait été diffamé une première fois par Robert Badinter. Il faut voir, vous n'êtes pas français, nobody's perfect, mais il faut voir ce que représente, au point de vue de la moralité, Robert Badinter dans ce pays. Robert Badinter l'avait accusé d'être un falsificateur de l'histoire. Forisson a attaqué Badinter. Le procès a été filmé et a fait aussi l'objet d'un ouvrage. Et puis la deuxième fois, c'était pareil, une attaque contre une journaliste, Ariane Chemin, qui, dans un article, avait dit qu'il était un faussaire. La différence entre ces 2 procès, qui sont quasiment insignifiants par rapport au procès Irving, c'est que rien n'a été jugé sur le fond. Un peu le dernier procès. C'est-à-dire que bien évidemment, ni Robert Badinter ni Ariane Chemin n'ont été condamnés. Au contraire, ils ont été relaxés. Mais quand on regarde ce qu'a été le contenu de ces procès, il n'y a vraiment pas photo par rapport au procès du siècle qui a été le vôtre. Et vraiment, merci de nous avoir éclairés sur toute la procédure. Enfin, merci à vous 3. Hein. Mais ça m'a particulièrement intéressé à cause de Forisson et Pressac, qui sont aussi une affaire française. Voilà. Merci. Désolé, Annette. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a Peter Klein à droite. Tout de suite. So, thank you so much for your contributions. I have, well, originally I have 150 questions, but I will reduce them to 3. Each is addressed to one of you. And I would like to start with Nikolaus Wachsmann. Sorry. So, in the course of spring and summer of du printemps-été 43, Himmler a décidé d'établir des camps de concentration en Lettonie et à Varsovie et en Lituanie. Et je ne crois pas que c'était lié à une motivation économique. Je pense que c'était son souhait de transférer les habitants de Kedov vers des camps de concentration parce que comme ça, il avait la possibilité personnelle de les tuer. Et je crois que c'est en fait une mesure tactique pour mettre en œuvre la solution finale au cours de l'année 1943. Est-ce que vous partagez mon avis? Et ma deuxième question, c'est pour Piotr, qui a envoyé la proposition écrite d'ordre du mérite militaire à Berlin. Est-ce que c'était la direction du camp ou bien à la Gestapo à Breslau? Donc c'était ma première question. Et deuxième question, c'est une méthode super pour savoir qui était directement impliqué dans quoi. Mais parfois, comme on l'a vu avec ces propositions que vous avez montrées, c'est
elles sont liées à des dates précises. Est-ce que vous y croyez, par exemple, 16 août 1942? Est-ce que vous pensez que ces dates précises sont en fait si précises que ça? Parce que cela donnerait la possibilité de les interpréter, non seulement en se concentrant sur les questions personnelles et les choses personnelles, mais en établissant et en développant certaines tendances au sein d'Auschwitz. Donc, je pense que c'est une très bonne documentation, une sorte de documentation pour des raisons personnelles, mais j'aimerais élargir un petit peu les possibilités d'interprétation de ces documents. Et ma dernière question, c'est pour Robert Jan van Pelt. Je me souviens très bien qu'à la fin des années 70, début des années 80, il y a eu un documentaire allemand, Lagerstrasse Auschwitz, la route du camp à Auschwitz. Et Joseph Clair était interviewé et il a dû décrire le moment précis où il insérait le cyclone B dans ces colonnes-là. Et il a dit, et on commence, et ça fait du bruit, en fait, comme dans une ruche. Et c'était vraiment quelque chose de très émouvant dans ce documentaire. Et je me suis demandé si ça ne faisait pas partie également du procès, parce que c'était vraiment un document qui aurait pu être très précieux pour ce procès. Thank you for your comments and questions. And maybe very briefly on the other two papers. I mean, it was great to see Robert Jan again, because I think I haven't seen you since the trial. I worked on the trial for 2 years as well. Je ne vous ai pas revu depuis le procès. Quand ce qui concerne le moment d'insertion du cyclone, je me souviens du moment où Irving s'est adressé à Hitler en disant « Mein Führer ». Et j'ai été frappée lorsque j'ai vu tous ces documents et ces photos, et quand j'ai vu tous ces hommes qui avaient été transférés d'autres camps de concentration vers à Auschwitz pour mettre en place ce système énorme. Et ce qui avait été fait du crématoire à Majdanek et qui a été transféré en 1944 vers Auschwitz-Birkenau. Heinz Kühnemann, qu'on a vu, je pense qu'il était chanteur d'opéra en Autriche. Et en fait, il a été transféré dans le cadre d'un groupe de SS à l'automne 1942 pour l'opération Reinhardt, depuis d'autres camps vers ce camp d'Auschwitz. Donc, ce transfert de personnel a lieu partout, et cela s'applique également à Konrad Morgen, que vous avez mentionné, qui est arrivé à Auschwitz avec une petite équipe de SS. Et il y a également des officiers spécialisés dans la partie juridique et qui confisquent tous les biens des Juifs qui sont exterminés à Auschwitz en déclarant que maintenant c'est la propriété de l'Allemagne. Et Morgan a fait sa première enquête à Buchenwald. Donc, juste pour revenir sur ce point de nous assurer qu'il faut bien voir Auschwitz comme le cœur de ce réseau de
camps de concentration. Et ce qui est important de dire, c'est que Himmler est toujours très clair en disant que les camps de concentration sont gérés par ses autorités. Et si d'autres SS disent on va mettre un camp de concentration ailleurs, il dit non, on fait comme ça. En Europe, il n'y a pas beaucoup d'autres camps d'esclavage ou de travaux forcés. Comme ceux qui ont été créés pendant l'occupation allemande. Il y a le camp Schmelz, géré par Schmelz, avec des compétences spéciales. Il y a des déportations vers l'Europe occidentale occupée qui ont été arrêtés par les SS. Et en fait, ils faisaient leur sélection de SS, ils prenaient ceux qui semblaient le plus adaptés au travail et les trains continuaient leur chemin. Donc vous avez ces autres camps de travail forcés qui fonctionnaient également, mais ce qui s'est passé par la suite, alors que les SS reprennent progressivement sous leur contrôle les camps satellites, pour moi, c'est un processus d'affirmation des SS de leur force, de leur contrôle complet du système. Et il y a une partie de l'histoire qui est souvent oubliée, et ça c'est pour revenir aux liens qui existent. En fait, ces marches de la mort qu'on tend à associer avec Auschwitz, elles ont commencé plus tôt en mars 1944 dans les pays baltes. Et ce que l'on voit là-bas, ce n'est pas différent ou trop différent des actions que l'on voit quelques mois plus tard à Auschwitz, à savoir que les SS prennent des décisions de vider le camp ou pas. Est-ce qu'il faut exécuter les prisonniers qui ont tout vu, ce qui se passait dans les chambres à gaz? Est-ce qu'il faut évacuer les gens à pied ou par train? C'est ce qui s'est passé à Auschwitz en 1945. Mais je vais m'arrêter là. Deux questions. Qui était en charge et responsable de préparer et d'envoyer les demandes de récompense militaire pour les SS? En fait, c'était les hauts fonctionnaires de l'unité où les officiers étaient en exercice. Donc, par exemple, le responsable de la chambre respective devait faire un rapport sur le comportement de l'officier SS à Auschwitz, et le commandant en Auschwitz avait quant à lui le rôle d'envoyer la demande à Berlin. Ces documents étaient signés par ces hauts fonctionnaires SS. La deuxième question, je pense que ce document ne pouvait être traité que par les SS qui s'occupaient des hommes. En 1942, on a le début de la grande action de massacre des Juifs à Auschwitz. Et cette déclaration d'engagement ne peut être trouvée que dans les fichiers de ces personnes. Donc je pense que cela fait référence à cette action particulière, mais la façon dont les SS ont essayé de cacher la vérité par rapport à certains événements à Auschwitz se retrouve dans d'autres endroits.
si c'était des SS qui étaient sélectionnés pour certaines exécutions. Il y a par exemple l'histoire de l'exécution du premier grand groupe de femmes à Auschwitz, des Polonaises qui sont arrivées de Katowice, et une centaine a été exécutée. Et c'était quelque chose de nouveau de tuer des femmes à Auschwitz. Donc les membres de l'escadron ont dû signer une lettre d'engagement en affirmant qu'ils ne diraient jamais un mot de cette affectation qui leur avait été donnée, de cette tâche qui leur avait été affectée, et cela même à leurs amis les plus proches. Et ça, c'était exigé dans le cadre du travail à Auschwitz. I'm sorry. May I just add, because there are a lot of persons here, who have a lot of knowledge. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances concernant ces questions. Dans les archives des anciens nazis, il y a des copies de ces demandes concernant KDS, Lumbling, Limberg, Varsovie. Donc il y a toujours des possibilités de localiser les documents et de faire l'évaluation comme vous l'avez fait. Okay, Peter, first I will respond to your question. I think it's important to remember in relationship to the Irving-Lipstadt trial that the task of the defense was not, because Lipstadt was the defendant. En fait, Lipstadt, c'était le défendant. Irving était la personne qui accusait. Et donc, ce n'est pas comme en Allemagne ou en France où l'idée d'un procès établit la vérité. En Allemagne, en fait, on a une sorte de rotation entre les deux. Et étant donné que Lipstadt était la partie de la défense, et comme il avait dit que Irving avait falsifié l'histoire, la tâche de la défense, c'était de prouver non pas que la Shoah s'était produite, ni que les chambres à gaz de Auschwitz avaient existé, mais que Irving avait trahi sa fonction d'historien. Donc l'une des grandes tâches que l'équipe avec laquelle Nicolas a travaillé était d'établir ce que doit faire un historien, ou quand est-ce que c'est à l'historien de faire des raccourcis, et quand est-ce qu'il trahit sa vocation en faisant une description un peu déformée du passé. Mais sachant qu'il y a des interprétations différentes des faits une fois qu'ils ont été établis. Donc, Irving s'était tourné vers le déni de la Shoah sur la base d'un rapport et d'arguments de négationnistes, dont Robert Froesen, qui utilisait des preuves techniques, parce que les négationnistes disaient que tous les témoins, tous les membres du Sonderkommando et les SS mentent. Mais si on regarde les restes des chambres en gaz, on voit que ce n'est pas possible. Donc ma tâche, c'était de traiter la partie épistémologique utilisée par les négationnistes. Donc c'est pour cela que j'ai passé environ 10 mois à étudier les documents. Beaucoup de mon travail a été fait en France. Et dans mon argument, je n'ai pas passé en revue toutes les preuves, mais si les négationnistes n'utilisaient pas les preuves concernant ce qui s'était passé à Auschwitz, moi je voulais me concentrer sur ce qu'ils avaient montré et le fait qu'ils aient mal interprété de façon constante ce qu'on leur demandait. Et
Et donc, cela nous amène à une deuxième partie, les preuves des témoins oculaires. La plupart des preuves, ce sont des preuves tangibles, mais il y en a des intangibles. Ce sont des constats oculaires. Avant la publication du premier rapport sur Auschwitz, en fait, je ne voulais pas avoir contaminé potentiellement les preuves. Donc, lorsque j'ai regardé un entretien fait dans un camp de travail forcé en Norvège, par exemple, en 1944, je pu me rendre compte que la dernière date, c'était en 1946, lorsque les colonnes de gaz sont apparues en Tchécoslovaquie. Donc, j'ai lu tout ce qui s'est passé à Francfort pour connaître le contexte, mais je ne l'ai pas utilisé dans ma présentation des preuves. Et maintenant, on en arrive à Precak. Et sa réputation est en jeu. Il n'est pas là pour se défendre. Il est mort il y a 22 ans. Et ma première réunion avec Precak, c'était aux archives, et Barbara Jarosz, l'archiviste excellente, était mon hôtesse. Et donc, lorsque je suis arrivée, elle m'a demandé ce que je voulais voir. J'ai dit le catalogue et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de catalogue. Alors, j'ai dit, je veux tout voir. Et donc, pendant le premier mois et demi, ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert toutes les boîtes parce que j'avais accès à tout. C'était comme une cave d'Ali Baba. Je pouvais ouvrir toutes les boîtes, je pouvais fumer. Toutes les femmes du musée m'apportaient à manger, le petit déjeuner. C'était vraiment une opportunité superbe et les gens étaient vraiment très, très gentils. Et j'ai créé mon propre catalogue et j'ai vu tout ce qu'il y avait dans les plus de 300 boîtes. Et alors que je passais en revue les boîtes, en fait, j'avais ma copie de ce qui venait d'être publié et j'ai vu que Precak n'avait pas vu tous les documents qu'il y avait dans ces grandes boîtes. Alors j'ai demandé à Barbara comment Precak avait travaillé et elle m'a dit qu'il voulait voir les documents sur les chambres à gaz. Donc, en fait, il avait posé des questions sur les chambres à gaz, mais sur rien d'autre. Il y avait des documents importants dans ces autres boîtes. Et donc, j'ai décidé de l'appeler. Mais appeler en France à la fin des années 90, c'était difficile. Cela m'a pris plusieurs jours. J'ai réussi à appeler Jean-Claude Precak dans sa pharmacie. Et alors que je lui parlais, il ne parle pas anglais et mon français, comme vous avez pu le voir, est assez rouillé, et même à l'époque. Et en fait, c'était un peu comme une comédie entre des personnes françaises. Oh là là, ah! Et puis, il éclate au téléphone, et c'était un vendredi ou un jeudi, et il dit bon, je pars tout de suite, je vais fermer ma pharmacie et je pars à Oswiecim pour aller voir cela. Et il l'a fait. Le lendemain, il est arrivé à Oswiecim dans sa petite BMW 316. Il a fermé sa pharmacie. Et pendant une semaine, on a travaillé ensemble et je suis tombée amoureuse de cet homme parce que c'était vraiment un narcissique. Mais c'est une bonne compagnie, en fait, parce qu'il donne de l'énergie dans l'environnement. Je ne sais pas si vous avez ressenti cela. Mais il avait une personnalité incroyable. Et il était également complètement fou. Et il était complètement antisémite. Je n'avais jamais rencontré d'antisémite dans ma vie. Et quand il a commencé à parler, il a commencé à dire ce qui s'était passé pendant la Shoah. Il a dit « Je ne comprends pas je ne comprends pas qu'il s'en soit pris aux femmes et aux enfants, mais qu'il s'en soit pris aux juifs, hommes, oui, ça je comprends tout à fait. » Donc, on avait une relation qui était vraiment folle. Et la seule personne qui l'a précédée, c'est une personne qui a été
En fait, il faut savoir que cette personne avait suivi un lycée militaire avant de faire des études de pharmacie. Il était proche de Morrison et en fait, il se sentit quand même trahi par Morrison. Il a travaillé avec Valère, qui l'a converti. Avant, il est passé de négationniste à témoin. Et on a appris beaucoup de choses sur Leller en tant que juif qui croyait vraiment à la théorie du complot, mais qui maintenant veut avoir son propre droit. Et il parle de l'argent tout le temps. Donc pour lui, l'aspect financier de tout ça était vraiment très important. Et donc on se trouve dans cette relation très étrange parce que c'est la seule personne à laquelle je peux parler. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à coopérer. On a eu cette opportunité exceptionnelle. Monsieur Barbon, qui est directeur de recherche à Washington, a dit vous êtes les deux hommes qui devaient faire ce livre d'album sur Auschwitz. Une partie va être faite par moi sur le contexte qui va être publié, à savoir à partir de 1942, lorsque les Allemands ne savaient pas quoi faire avec Birkenau, et Pessac et moi-même, on va travailler sur les chambres à gaz et les crématoires sur la base des documents qu'on a trouvés. Donc, moi, je me suis rendue à Ville-du-Bois. J'ai vécu avec lui, avec sa famille. Et c'était une expérience folle, mais magnifique. Et cela pour différentes raisons que je ne vais pas mentionner. À la fin, on a produit ce travail. Et je vais raconter cette histoire parce qu'elle est si absurde. Et c'est un livre avec plusieurs auteurs, donc il y avait toujours du retard. Il y avait plusieurs éditeurs. Et le 1er septembre 1993, pardon, j'ai reçu un appel d'une maison d'édition qui me dit je suis à Paris, il fait partie des presses MIT, et juste au moment où le livre était publié par Jean-Claude Pressac. Et il m'a dit je veux le revoir pour qu'il soit traduit en anglais. Et j'ai dit est-ce que tu as le livre avec toi et est-ce que tu peux lire la première phrase? Donne-moi juste la première phrase en français. Il lit la première phrase et je lui dis, je vais te dire quelle est la deuxième phrase. Et moi, je lis la deuxième phrase de notre manuscrit. Et donc, ce que Pressac a fait, c'est à quel point il était fou. Il n'avait aucune idée du protocole des traditions universitaires, des droits d'auteur, rien. D'une façon ou d'une autre, le CNRS a repris le fait qu'il faisait ce travail et qu'il avait vendu cela sans le dire au musée de l'Holocauste ni à moi, le texte original au CNRS pour le publier. Et entre-temps, ils avaient vendu les droits allemands à Piper, à Munich. Et donc, on avait maintenant ce gros problème parce qu'on avait deux textes, un en anglais et deux autres textes en français. Et donc, tout cela explose, les avocats sont impliqués, Pressac m'appelle en me disant je vais te détruire si tu me poses des problèmes. C'était mon sujet, et c'est comme ça qu'on a eu ce règlement à la MEB et on ne s'est jamais reparlé. Donc en fait, c'est une histoire d'amour qui a fini terriblement mal. Et c'est ma dernière remarque. Et d'une certaine façon, il faut être fou pour aller travailler dans ce domaine. Et Pressac est l'une de ces personnes complètement folles. Et quand vous êtes assez folle pour le faire vous-même et pour dire
Vous savez, moi j'avais 35 ans et j'ai décidé de dédier ma vie à Auschwitz et il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose. Et ici, en fait, on est une bande de frères fous, on devrait être dans un asile. Mais quand on rencontre d'autres personnes dans ce même asile qui est de bonne compagnie, on se dit, bon alors pourquoi pas? Et donc, je me suis dit, comme il était lié à cette institution, il publiait dans Le Monde. Donc, Pressac aurait pu faire un bon personnage dans un film.